Aujourd'hui sur Force Dominante, il y a quelques années, une chercheuse brésilienne du nom de Fernanda Oliveira travaillait au cœur de la forêt amazonienne. Elle passait ses journées à collecter des données sur la faune, la flore, les cycles de l'eau. Une nuit, après une longue journée de terrain, elle s'est assise à l'entrée de sa tente, à regarder le ciel à travers la canopée et à réaliser quelque chose qui lui a glacé le sang. Elle a dit à ses collègues « Vous savez ce que j'entends en ce moment ? Rien. Il y a 10 ans, cette zone était remplie de sons, d'insectes, d'oiseaux, de grenouilles. Maintenant, rien. Ce silence n'était pas de la paix, c'était un avertissement. C'était la forêt qui mourait, lentement, sans que personne ne le remarque vraiment. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin que ce silence-là. On va se poser une question que personne n'ose vraiment formuler à voix haute, parce que la réponse est terrifiante. Et si toutes les forêts de la planète disparaissaient, en seulement 30 jours, pas dans 100 ans, pas progressivement sur plusieurs siècles, non, en 30 jours, 1 mois, 30 rotations de la Terre autour de son axe. Ce scénario, aussi fou qu'il puisse paraître, est scientifiquement simulable. Et ce que la science nous dit sur ce qui arriverait, ça va changer votre façon de regarder chaque arbre que vous croisez dans la rue. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va vous hanter, pas parce que c'est de la fiction, mais parce que certains des mécanismes que je vais vous décrire sont déjà en train de se produire, en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo. On parle de 4,1 milliards d'hectares de forêt sur Terre. C'est un chiffre qui ne veut rien dire tant qu'on ne le visualise pas correctement. Imaginez couvrir toute l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et une bonne partie de l'Asie avec un tapis d'arbres vivants, respirants, producteurs d'oxygène, régulateurs de pluie, gardiens de biodiversité. Maintenant, imaginez que tout ça disparaît, en 30 jours. Le jour 1, vous ne remarqueriez probablement rien de différent en vous réveillant. Le ciel serait le même, votre café serait le même, mais quelque chose d'invisible et d'irréversible aurait déjà commencé. Et c'est exactement ça qui rend ce scénario si terrifiant. Le début serait silencieux, comme le témoignage de Fernanda dans cette forêt amazonienne. Le silence qui précède l'effondrement. Avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que l'humanité pourrait survivre à ça ? Laissez votre réponse en commentaire. Je veux savoir ce que vous en pensez, parce que la réponse de la science va vous surprendre, et peut-être pas dans le sens que vous imaginez. Alors, installez-vous confortablement, éteignez les distractions, parce que dans les prochaines minutes, on va traverser les 30 jours les plus sombres de l'histoire de la Terre, minute par minute, donnée par donnée. Et quand cette vidéo sera terminée, vous ne regarderez plus jamais une forêt de la même façon. Jour 1. Le soleil se lève comme d'habitude sur Paris, sur Lyon, sur Marseille. Les gens prennent leur métro, boivent leur café, scrollent leur téléphone. Mais à l'échelle planétaire, quelque chose d'inimaginable vient de se produire. La totalité du couvert forestier mondial a disparu. 4,1 milliards d'hectares d'arbres, évaporés. Et le premier effet, celui que personne n'anticipe, c'est la pluie. Ou plutôt, l'absence de pluie à venir. Les forêts jouent un rôle que la plupart des gens ignorent complètement. Elles fabriquent leur propre pluie. Un phénomène appelé transpiration végétale libère des quantités colossales de vapeur d'eau dans l'atmosphère. L'Amazonie seule pompe environ 20 milliards de tonnes d'eau par jour dans l'air. Ces rivières volantes, comme les appellent les scientifiques brésiliens, alimentent les nuages qui arrosent l'Amérique du Sud, l'Europe et même des régions d'Afrique. Sans les forêts, ces rivières volantes s'arrêtent net. Dès le jour 1, jour 2, les premières perturbations atmosphériques commencent à se former. Les modèles climatiques montrent que sans la transpiration forestière, les cycles de précipitation se déstabilisent en moins de 48 heures dans certaines régions tropicales. En France, rien de visible encore. Mais au Brésil, en Indonésie, au Congo, les agriculteurs remarquent que le ciel change de couleur. L'air devient plus sec, plus chaud, plus lourd. Les animaux commencent à se comporter différemment. Ils sentent quelque chose que les humains ne peuvent pas encore détecter. Jour 3. Le dioxyde de carbone commence son ascension. Les forêts absorbent chaque année environ 2,6 milliards de tonnes de CO2. C'est leur rôle de puits de carbone. Sans elles, tout ce CO2 reste dans l'atmosphère. Mais pire encore, la décomposition de 4,1 milliards d'hectares de biomasse forestière va libérer des quantités astronomiques de carbone stockées dans les troncs, les feuilles, les racines et surtout dans les sols forestiers. Les scientifiques estiment que les sols forestiers contiennent 2 fois plus de carbone que l'atmosphère entière.
Cette libération soudaine équivaudrait à des milliers d'années d'émissions industrielles humaines concentrées en quelques semaines. Jour 4. En France, les premières conséquences indirectes arrivent sans prévenir. Les prix des fruits et légumes commencent à fluctuer sur les marchés. Pas encore de panique, mais les traders agricoles commencent à recevoir des alertes. Les zones de production alimentaire dans les régions tropicales montrent des signes de stress hydrique. Le café, le cacao, le soja, le maïs, toutes ces cultures dépendent des cycles de pluie régulés en partie par les forêts tropicales. Sans elles, les prévisions de récolte s'effondrent. Jour 5. Les premiers scientifiques publient des alertes d'urgence. Les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère ne chutent pas encore de manière mesurable pour les humains. L'oxygène atmosphérique a une réserve suffisante pour durer des milliers d'années sans les forêts. Mais ce n'est pas l'oxygène qui est le problème immédiat. C'est l'eau, c'est le carbone, c'est la chaleur. Et c'est la biodiversité qui commence à s'effondrer en cascade, avec des dizaines de milliers d'espèces qui perdent leur habitat du jour au lendemain, déclenchant une réaction en chaîne écologique dont personne ne peut prédire la vitesse avec certitude. Ce que les scientifiques appellent l'effet domino écologique n'est pas une métaphore. C'est un mécanisme réel, documenté, observé à petite échelle lors de chaque déforestation massive. Mais là, on parle de la totalité, zéro forêt. Et l'effet domino qui en résulte est d'une violence et d'une rapidité que notre cerveau humain a du mal à vraiment concevoir. Jour 6. Et là, quelque chose se passe que presque personne n'aurait prévu. Les océans commencent à réagir. Vous pensez peut-être que les océans sont indépendants des forêts. Erreur. Les forêts côtières et tropicales régulent les nutriments qui se déversent dans les rivières et dans les mers. Sans elles, l'érosion des sols explose. Des milliards de tonnes de sédiments commencent à se déverser dans les océans, modifiant la chimie de l'eau, étouffant les récifs coralliens qui constituent l'habitat de 25% de toutes les espèces marines. Et vous savez ce que les récifs coralliens produisent? Une partie significative de l'oxygène que vous respirez en ce moment. Jour 7. Une semaine s'est écoulée. En Europe, les premières vagues de chaleur anormale commencent à se faire sentir. Sans les forêts pour absorber le rayonnement solaire et pour transpirer de l'eau qui refroidit l'air, les températures locales augmentent. Des études scientifiques ont montré que la déforestation locale peut augmenter les températures régionales de 1 à 3 degrés Celsius en quelques jours seulement. Maintenant, imaginez ça à l'échelle mondiale, simultanément. Les villes commencent à devenir des fournaises. Les systèmes de climatisation tournent à plein régime. La demande en électricité explose. Voici quelque chose qui va vous faire réfléchir. Est-ce que vous savez d'où vient l'eau que vous buvez? Pas votre bouteille, pas votre robinet. D'où vient vraiment l'eau à la source? Pour une grande partie de l'Europe, elle vient de bassins versants alimentés par des forêts. En France, les forêts du Massif central, des Vosges, des Alpes, des Pyrénées, jouent un rôle crucial dans la régulation des nappes phréatiques. Sans elles, ces nappes commencent à ne plus se recharger correctement. Pas en un jour, pas en une semaine, mais le processus commence dès maintenant. Jour 10. Les insectes. On ne parle presque jamais d'eux, mais ils sont la clé de voûte de tout l'écosystème terrestre. 80% des plantes à fleurs dépendent des insectes pour leur pollinisation. Les forêts abritent la grande majorité des espèces d'insectes sur Terre. Sans habitat, les populations d'insectes s'effondrent. Et sans insectes, les cultures agricoles qui nourrissent les humains commencent à ne plus se reproduire. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la biologie de base. Et ça commence à se produire à partir du jour 10, avec une accélération terrifiante. Jour 12. Les premiers conflits pour l'eau apparaissent dans les régions déjà en stress hydrique. L'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, certaines régions d'Asie du Sud-Est voient leur accès à l'eau douce se dégrader rapidement. Les migrations commencent, pas encore des millions de personnes, mais les premiers flux, les premiers déplacés climatiques d'un monde sans forêt. En Europe, les gouvernements commencent à tenir des réunions d'urgence. Les médias commencent à parler de crise environnementale sans précédent, mais l'ampleur réelle de ce qui se passe est encore difficile à communiquer au grand public. Jour 15. La moitié du mois s'est écoulée. Et voici ce que les scientifiques observeraient à ce stade. Une augmentation de la température moyenne mondiale déjà mesurable, une déstabilisation des précipitations sur tous les continents, un effondrement en cascade de la biodiversité à une vitesse qui dépasse tous les modèles existants, et une montée des niveaux de CO2 atmosphérique à des rythmes jamais enregistrés dans l'histoire humaine. Tout ça en 15 jours, 2 semaines, et on n'est qu'à la moitié. Est-ce que vous commencez à ressentir le poids de ce que représente chaque forêt que vous voyez? Parce que la suite est encore plus brutale, et je vous promets que vous ne vous y attendez pas.
Jour 16. On entre dans la deuxième moitié du mois, et c'est là que tout bascule vraiment. Les zones qui étaient auparavant des forêts commencent à se transformer en déserts de poussière. Sans les racines des arbres pour maintenir les sols en place, l'érosion devient cataclysmique. Des tempêtes de poussière d'une ampleur jamais vue dans l'histoire moderne commencent à se former. Des phénomènes similaires à ce que les États-Unis ont connu dans les années 1930, le Dust Bowl, mais à une échelle mondiale et infiniment plus intense. Des nuages de particules fines s'élèvent dans l'atmosphère, traversent les continents, réduisent la luminosité solaire et commencent à provoquer des problèmes respiratoires dans des populations entières. Jour 18. Les systèmes de production alimentaire mondiale sont en état d'alerte maximale. Les Nations Unies convoquent une réunion d'urgence. Les stocks alimentaires mondiaux, qui représentent en temps normal environ 74 jours de consommation globale, commencent à être scrutés avec une anxiété croissante. En France, les supermarchés observent une légère augmentation des achats de précaution. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des hashtags comme les sans-forêt et jour 18 deviennent viraux. Mais la population ne comprend pas encore l'ampleur réelle de ce qui se passe sous la surface. Jour 20. Les incendies. Voilà quelque chose que personne n'anticipait dans ce scénario. Des milliards de tonnes de biomasse morte, troncs, racines, feuilles séchées, qui jonchent maintenant le sol, là où il y avait des forêts. Sans l'humidité que les arbres maintenaient, cette biomasse devient du combustible pur. Les premières spontanées apparaissent dans des zones subtropicales. Des feux d'une intensité apocalyptique, alimentés par des vents chauds et secs, commencent à consumer ce qui reste de la matière organique au sol. La fumée s'élève à des altitudes stratosphériques, bloquant partiellement le rayonnement solaire. Un effet de winter artificiel commence à se superposer à la chaleur, créant des conditions météorologiques complètement imprévisibles. Jour 22. L'eau douce. C'est maintenant que la véritable crise de l'eau éclate. Les nappes phréatiques qui n'étaient plus alimentées depuis plus de 3 semaines montrent des signes de baisse dans les régions les plus dépendantes des forêts. Des rivières comme l'Amazone, le Congo, le Mékong, qui dépendent directement du cycle hydrologique forestier, voient leur débit chuter de manière dramatique. En Europe, la Seine, le Rhône, la Loire commencent à montrer des anomalies dans leur niveau. Les autorités françaises implémentent les premiers plans de restriction d'eau d'urgence. Jour 24. Les maladies. Un aspect que peu de gens associent aux forêts. Elles jouent le rôle de barrière naturelle contre la propagation de nombreux pathogènes. Des études publiées dans des revues comme The Lancet ont montré que la déforestation augmente le risque d'émergence de maladies zoonotiques, des maladies qui sautent de l'animal à l'homme. Sans les forêts, les animaux sauvages porteurs de pathogènes se retrouvent en contact direct avec les populations humaines. Le risque d'une nouvelle pandémie d'origine animale explose littéralement. Et au jour 24, les premiers signaux épidémiologiques inquiétants commencent à apparaître dans plusieurs régions du monde simultanément. Jour 25. 5 jours avant la fin du mois. La planète ressemble maintenant à quelque chose que l'humanité n'a jamais vu de son vivant. Des étendues poussiéreuses et brûlantes, là où se trouvaient les forêts équatoriales. Un ciel chargé de particules et de fumée. Des villes confrontées à des vagues de chaleur records. Des tensions sociales qui montent. Des gouvernements qui peinent à maintenir la cohésion. Et 5 jours encore à tenir. 5 jours qui vont tout changer. Jour 28, il reste 48 heures. Et voici ce que disent les modèles scientifiques les plus sérieux. À ce stade, le processus serait devenu irréversible à l'échelle humaine. Même si, par un miracle, toutes les forêts revenaient instantanément, les dommages causés en 28 jours prendraient des centaines, voire des milliers d'années à se réparer complètement. C'est ça, la vraie terreur de ce scénario. Pas le jour 30, pas le moment où c'est fini. La vraie terreur, c'est le point de non-retour. Ce moment silencieux, quelque part autour du jour 20, ou même en appuyant sur pause, le destin de l'humanité aurait déjà été scellé. Les scientifiques ont un nom pour ça, le tipping point, le point de bascule. Et ce qui rend ce scénario hypothétique si pertinent dans le monde réel, c'est que ces points de bascule existent bel et bien. Ils ne sont pas de la science-fiction. L'Amazonie, par exemple, est déjà à 17% de déforestation. Les chercheurs estiment que le point de bascule, le moment où l'Amazonie commencera à se transformer en savane de façon irréversible, se situe entre 20 et 25% de déforestation. Nous en sommes à 17%. C'est à 3 points de pourcentage d'un effondrement que ce scénario hypothétique décrit en temps réel. Jour 30, le dernier jour de notre scénario. Et la réponse à la question que je vous ai posée au début,
Est-ce que l'humanité pourrait survivre? La réponse honnête de la science est certains individus, oui, l'humanité telle que nous la connaissons, avec ses 8 milliards d'habitants, ses villes, ses systèmes alimentaires, ses civilisations, non, pas dans les conditions d'un effondrement forestier total en 30 jours. La capacité de charge de la Terre sans forêt, c'est-à-dire le nombre maximum d'êtres humains que la planète pourrait nourrir, chuterait de façon dramatique. Certains modèles évoquent une réduction de la population mondiale supportable de 80 à 90% sur quelques décennies suivant un tel événement. Mais voilà ce que j'ai envie que vous reteniez de tout ça. Ce n'est pas une histoire de fin du monde pour vous faire peur. C'est une histoire sur la valeur de ce qui existe encore. Sur le fait que chaque forêt, chaque arbre, chaque mètre carré de canopée est un système de survie d'une complexité que nous commençons à peine à comprendre. Les forêts ne sont pas le décor de notre planète, elles sont le mécanisme qui permet à tout le reste d'exister, y compris nous. La prochaine fois que vous marchez dans une forêt, dans un parc, ou même que vous regardez un arbre depuis votre fenêtre, rappelez-vous ce que vous avez entendu aujourd'hui. Rappelez-vous le jour 3 et le CO2, le jour 10 et les insectes, le jour 22 et l'eau. Ces processus ne sont pas hypothétiques dans leur principe, ils sont hypothétiques dans leur vitesse. La déforestation mondiale est réelle, elle avance. Et les scientifiques nous disent que nous avons encore une fenêtre pour agir. Mais cette fenêtre se ferme. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a appris quelque chose, si elle vous a touché d'une façon ou d'une autre, abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'on fait exactement ce genre de contenu, des vérités scientifiques, présentées d'une façon qui vous fait vraiment ressentir leur importance. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et laissez en commentaire quel jour de ce scénario vous a le plus marqué. Moi, personnellement, c'est le jour 20, les incendies, le moment où la planète elle-même prend feu. À très bientôt, et prenez soin des forêts. Elles prennent soin de nous depuis bien plus longtemps que nous ne le méritons. On a parlé des forêts, on a parlé du sol, de l'air, de la chaleur. Mais il y a un acteur de cette catastrophe que presque personne ne mentionne dans ce type de scénario. Et c'est pourtant celui qui pourrait précipiter la chute de façon définitive, les océans. Et non, je ne parle pas juste de la montée des eaux. Je parle de quelque chose de bien plus subtil, de bien plus immédiat et de bien plus dévastateur. Les forêts terrestres et les océans sont liés par un système de rétroaction que les scientifiques appellent le couplage océan-atmosphère-biosphère. Concrètement, ça veut dire que ce qui se passe dans les forêts affecte directement la chimie des océans, leur température de surface et les courants marins profonds. Et les courants marins, en Europe, c'est une affaire particulièrement sérieuse. L'Atlantique Nord abrite l'un des systèmes de courants les plus importants de la planète, l'AMOC, l'Atlantic Meridional Overturning Circulation. C'est ce courant qui maintient l'Europe occidentale, et donc la France, dans un climat tempéré malgré sa latitude nordique. Londres est à la même latitude que certaines parties du Canada qui subissent des hivers sibériens. Ce n'est pas un hasard si le climat français est ce qu'il est, c'est l'AMOC. Et l'AMOC est extrêmement sensible aux changements de température et de salinité des eaux atlantiques. Sans les forêts tropicales, particulièrement l'Amazonie et les forêts africaines, la quantité de vapeur d'eau et de chaleur échangées entre l'atmosphère et l'Atlantique change radicalement. Les modèles climatiques montrent qu'un effondrement forestier total accélérerait dangereusement la déstabilisation de l'AMOC. Et une perturbation majeure de l'AMOC signifie pour la France des hivers potentiellement bien plus rigoureux à long terme, mais aussi paradoxalement, des étés bien plus chauds à court terme. Un chaos climatique total, pas dans 50 ans, dans les années qui suivraient immédiatement un tel événement. Mais ce n'est pas tout ce que les océans nous réservent dans ce scénario. Parlons de quelque chose d'encore plus méconnu, le phytoplancton. Ces micro-organismes marins sont responsables de la production d'environ 50% de l'oxygène de l'atmosphère terrestre. Oui, vous avez bien entendu. La moitié de l'oxygène que vous respirez en ce moment ne vient pas des forêts. Il vient des océans, grâce au phytoplancton. Et le phytoplancton est extrêmement sensible à la température de l'eau de surface et à la chimie océanique. Une déstabilisation des courants, une augmentation de la température des eaux de surface, un afflux massif de sédiments fluviaux provenant de l'érosion des sols forestiers, tout ça crée des conditions hostiles pour le phytoplancton. Leur déclin provoquerait une chute réelle et mesurable du taux d'oxygène atmosphérique, pas immédiatement, mais en quelques décennies suivant l'événement, l'effet serait perceptible. Et voilà le paradoxe cruel de ce scénario. On a tous appris à l'école que les forêts sont les poumons de la Terre. C'est vrai, mais c'est incomplet. Les vrais poumons de la Terre, ceux qui produisent le plus d'oxygène,
ce sont les océans. Et les forêts sont le système cardiovasculaire qui maintient ses poumons en bonne santé. Détruisez le cœur, et les poumons s'affaiblissent, progressivement, inexorablement. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette connexion entre les forêts et le phytoplancton marin? Parce que c'est exactement ce genre de lien invisible que la science a mis des décennies à comprendre, et que nous sommes en train de compromettre chaque fois qu'un hectare de forêt disparaît quelque part dans le monde. Laissez en commentaire si vous connaissez d'autres connexions cachées entre les écosystèmes. Je suis curieux de voir ce que vous savez. La machine planétaire est infiniment plus complexe et plus fragile que ce que nos manuels scolaires nous ont appris. Et nous avons construit toute notre civilisation sur l'hypothèse implicite que cette machine continuerait à fonctionner, pour toujours, sans entretien, sans limite. On a regardé ce que la planète ferait. Maintenant, regardons ce que les humains feraient. Parce que c'est là que le scénario devient vraiment sombre. Pas à cause de la nature, à cause de nous. Le système alimentaire mondial est une construction d'une fragilité remarquable. Il est optimisé pour l'efficacité, pas pour la résilience. Ce qui veut dire que dans des conditions normales, il fonctionne de manière spectaculaire. 8 milliards de personnes nourries chaque jour. C'est un exploit logistique sans précédent dans l'histoire humaine. Mais ce système repose sur des hypothèses, des précipitations prévisibles, des températures stables, des pollinisateurs actifs, des sols fertiles, des cycles saisonniers réguliers, supprimer les forêts, et toutes ces hypothèses s'effondrent simultanément. Les chercheurs du World Resources Institute ont estimé que les perturbations des cycles hydrologiques causées par une déforestation massive pourraient réduire les rendements agricoles mondiaux de 20 à 40% dans les régions les plus affectées. Dans notre scénario, ce n'est pas une déforestation massive, c'est une déforestation totale. Les chiffres seraient donc bien au-delà de ces estimations. Les premières famines apparaîtraient dans les régions déjà en situation de vulnérabilité alimentaire. Afrique subsaharienne, certaines zones d'Asie du Sud, Amérique centrale. Pas en un mois, mais les signaux avant-coureurs seraient déjà terrifiants. Et là, un mécanisme que l'histoire nous a enseigné à maintes reprises se mettrait en marche. Quand les ressources se raréfient, les conflits commencent. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'histoire. Les guerres de l'eau, les conflits frontaliers liés aux terres agricoles, les tensions entre États pour le contrôle des ressources naturelles restantes, tout ça s'accélérerait dans un monde sans forêt. Des études géopolitiques ont montré que l'accès à l'eau douce sera l'une des principales sources de conflits internationaux du XXIe siècle. Dans notre scénario, cette prédiction se réalise en accéléré, dès le premier mois. La France, vous l'imaginez peut-être protégée de tout ça, un pays développé avec des institutions solides, des réserves alimentaires, une agriculture productive. Et c'est vrai, la France s'en sortirait mieux que beaucoup d'autres pays dans les premières semaines. Mais mieux est un terme relatif. La France importe environ 30% de sa consommation alimentaire. Elle dépend des marchés mondiaux pour des produits essentiels. Elle dépend du pétrole pour faire fonctionner son agriculture industrielle. Et le prix du pétrole exploserait dans un contexte de chaos mondial. Les réseaux de distribution se fragiliseraient, les tensions sociales monteraient, les populations les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes à faible revenu, les zones rurales isolées, seraient les premières touchées. Voici quelque chose que je veux que vous imaginiez précisément, parce que c'est là que ce scénario hypothétique touche vraiment le réel. Imaginez votre supermarché habituel, dans votre quartier, vos rayons préférés. Maintenant, imaginez que 40% de ces rayons sont vides, pas temporairement, structurellement. Et qu'il n'y a pas de réapprovisionnement prévu, parce que les systèmes de production sont en train de s'effondrer à l'autre bout du monde. Comment votre quartier réagirait-il? Comment votre famille réagirait-elle? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une question que les planificateurs d'urgence gouvernementaux posent réellement dans leurs simulations de crise. Et tout ça se produit dans les 30 jours de notre scénario. Pas l'effondrement total, non, mais les prémices, les signaux. Les fractures qui commencent à apparaître dans un édifice qu'on croyait invulnérable. La vérité est que notre civilisation est construite sur une dépendance absolue à des systèmes naturels que nous avons choisi de considérer comme acquis. Et ce scénario, aussi extrême qu'il soit dans sa forme, n'est en réalité qu'une version accélérée d'un processus qui est déjà en cours. Il y a un aspect de la disparition des forêts dont on ne parle presque jamais, pas dans les documentaires, pas dans les journaux, pas dans les conférences climatiques. Et pourtant, il est documenté scientifiquement avec une précision troublante. Je parle de l'impact des forêts sur la santé mentale humaine. Des études publiées dans des revues comme Environmental Health and Preventive Medicine et Nature
ont montré que l'exposition régulière à des environnements forestiers réduit de façon mesurable les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, dans le corps humain. Une pratique japonaise appelée Shinrin-yoku, ou bain de forêt, a fait l'objet de dizaines d'études cliniques démontrant ses effets positifs sur la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le système immunitaire et l'état psychologique des participants. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la biochimie. Les forêts libèrent des composés organiques volatiles appelés phytoncides, qui, lorsqu'on les respire, stimulent l'activité des cellules NK, les Natural Killer Cells, du système immunitaire humain. Sans forêt, sans ces espaces verts, sans cette chimie subtile de l'air forestier, que se passe-t-il à la santé mentale collective d'une population déjà sous stress extrême à cause du manque d'eau, de nourriture, de chaleur? La réponse est brutale. Les pathologies psychiatriques explosent. L'anxiété généralisée, la dépression, les troubles du sommeil, les comportements agressifs, tout ça augmente de façon documentée dans les populations soumises à des stress environnementaux prolongés. Et il y a quelque chose de philosophiquement vertigineux dans tout ça. L'être humain a évolué pendant des centaines de milliers d'années dans des environnements forestiers. Notre cerveau, notre système nerveux, notre biochimie ont été façonnés par des millions d'années de cohabitation avec les arbres. Nous ne sommes pas simplement dépendants des forêts pour respirer et manger. Nous en sommes dépendants pour penser correctement, pour nous sentir en sécurité, pour être neurologiquement ce que nous sommes. Passons maintenant à quelque chose qui concerne directement la médecine moderne. 25% de tous les médicaments pharmaceutiques utilisés dans le monde sont dérivés de plantes forestières. La morphine vient du pavot, certes, mais des centaines d'autres molécules actives utilisées dans les traitements contre le cancer, les maladies cardiovasculaires, les infections bactériennes et les maladies neurologiques viennent directement de la biodiversité forestière, et on estime que seulement 1% des plantes forestières tropicales ont été étudiées pour leur potentiel médical. Ce que nous avons peut-être perdu dans les forêts que nous avons déjà détruites, des molécules qui auraient pu soigner le cancer, la maladie d'Alzheimer, des infections résistantes aux antibiotiques, est quelque chose que nous ne saurons jamais, parce que ces plantes n'existent plus. Dans notre scénario au jour 30, ce n'est pas seulement l'atmosphère qui a changé, c'est quelque chose de plus profond. C'est la bibliothèque pharmaceutique et biologique de l'humanité qui a brûlé, pour toujours. Des millions d'espèces végétales et animales, chacune portant dans son ADN des informations évolutives uniques, accumulées sur des centaines de millions d'années, effacées en 30 jours. Les scientifiques ont un terme pour décrire ce phénomène, l'extinction de l'ignorance. Ce n'est pas seulement que les espèces disparaissent, c'est que nous ne saurons jamais ce que nous avons perdu. Nous ne saurons jamais quel médicament n'a pas été découvert, quelle molécule n'a pas été synthétisée, quel secret biologique a disparu dans la fumée d'un incendie ou dans la poussière d'un sol érodé. Est-ce que ça vous pèse, cette idée? Parce qu'elle devrait. Et la prochaine fois que vous prenez un médicament, réfléchissez un instant à d'où il vient, parce que les chances sont significatives qu'une forêt quelque part dans le monde a contribué à le créer. Ce que vous venez d'entendre ressemble à de la science-fiction. Mais voici ce que peu de gens savent. Des versions miniaturisées de ce scénario se sont déjà produites dans l'histoire de l'humanité, et leurs conséquences ont été, à leur échelle, tout aussi dévastatrices. L'île de Pâques. Vous en avez probablement entendu parler pour ses célèbres statues, les Moai. Mais l'histoire vraie de l'île de Pâques est une leçon de déforestation totale et de ses conséquences. À son apogée, Rapa Nui, le nom polynésien de l'île, était couverte d'une forêt dense de palmiers géants. Les habitants ont progressivement abattu ces arbres pour déplacer leurs statues, construire leurs bateaux, chauffer leurs maisons. À un certain point, le dernier arbre a été coupé. Après ce moment, les oiseaux qui nichaient dans les arbres ont disparu. La pluie s'est raréfiée, car il n'y avait plus de végétation pour retenir l'humidité. Les sols se sont érodés, rendant l'agriculture presque impossible. La population, qui avait atteint peut-être 15 000 personnes, s'est effondrée à quelques centaines d'individus survivant dans des conditions misérables. Les guerres internes ont éclaté pour les dernières ressources. C'est l'une des plus grandes catastrophes écologiques et humaines de l'histoire de l'humanité, et elle a été entièrement auto-infligée. Maintenant, imaginez la même dynamique, mais à l'échelle de toute la planète Terre, et en 30 jours. Il y a un autre exemple historique encore plus proche de nous, et qui concerne directement la France. La déforestation massive de la Mésopotamie, l'actuel Irak, aux alentours du IVe siècle après Jésus-Christ a contribué de façon significative à la dégradation des systèmes agricoles de cette région.
à l'augmentation de la salinisation des sols irrigués et au déclin de civilisations entières. Les forêts du Liban, les fameux cèdres du Liban, ont été quasiment entièrement rasées par les empires successifs qui en voulèrent le bois pour construire des navires et des palais. Aujourd'hui, il ne reste que quelques hectares de cette forêt légendaire. Et le Liban, cette région qui était autrefois appelée le Jardin de l'Orient, est aujourd'hui confronté à des défis hydriques et climatiques majeurs qui ne sont pas sans lien avec cette déforestation historique. Ces exemples ne sont pas des coïncidences. Ils sont des avertissements, des messages dans une bouteille que l'histoire a lancés à notre époque. Et nous les recevons, mais nous choisissons de ne pas les lire. La différence entre l'île de Pâques et notre monde actuel, c'est l'échelle. À Rapa Nui, l'effondrement a pris des décennies. Il a touché quelques milliers de personnes. Dans notre scénario hypothétique, l'effondrement prend 30 jours et il touche 8 milliards d'êtres humains. Et tous les autres êtres vivants sur Terre. Mais voici la vraie question que je veux vous poser maintenant, et j'ai besoin que vous y réfléchissiez honnêtement. Sommes-nous vraiment si différents des habitants de l'île de Pâques? Eux aussi avaient une civilisation complexe, eux aussi avaient des traditions, des croyances, une organisation sociale. Eux aussi, probablement, avaient des individus qui disaient aux autres que les arbres étaient importants. Et pourtant, le dernier arbre a été coupé, parce que les intérêts à court terme, la statue à déplacer, la maison à chauffer, ont toujours semblé plus urgents que la survie à long terme. Aujourd'hui, nous avons quelque chose que les habitants de Rapa Nui n'avaient pas, la science, les données, la compréhension complète de ce qui va se passer si nous continuons. La question est-ce que ça changera quelque chose? On est arrivé à la fin de ce voyage de 30 jours, et je veux être honnête avec vous sur quelque chose. Ce scénario, toutes les forêts qui disparaissent en 30 jours, ne se produira probablement pas exactement de cette façon. Ce n'est pas un événement probable, c'est une simulation, un outil de pensée, une façon de rendre visible ce qui est normalement invisible dans notre quotidien. Mais voici ce qui est réel, et ça, c'est important que vous le sachiez. Chaque mécanisme que j'ai décrit dans cette vidéo est scientifiquement validé. La connexion entre les forêts et les précipitations, réelle. L'impact sur les courants océaniques, réel. L'effondrement de la biodiversité, en cours. La libération de carbone, mesurée, chiffrée, documentée. La vulnérabilité de nos systèmes alimentaires, admise par les agences internationales elles-mêmes. Ce qui est hypothétique dans ce scénario, c'est la vitesse, pas la direction. Nous sommes en train de vivre une version ralentie de ce scénario. Pas en 30 jours, en plusieurs décennies. Et c'est précisément ça qui le rend si difficile à ressentir. Notre cerveau n'est pas câblé pour percevoir les catastrophes lentes. Il est câblé pour réagir à l'immédiat, à l'urgent, au visible. Une tempête qui détruit une maison, ça, on le voit. Une forêt qui perd 1% de sa superficie chaque année, ça, notre cerveau ne le traite pas comme une urgence. Et pourtant, 1% par an pendant 50 ans, ça fait 50% de forêts disparues. L'Amazonie est à 17% de déforestation. Le point de bascule est estimé entre 20 et 25%. Nous jouons à un jeu où nous poussons une balle vers le bord d'une table, lentement, et où nous pensons que parce que la balle n'est pas encore tombée, tout va bien. Mais chaque centimètre compte. Et à un moment, sans avertissement spectaculaire, la balle tombera. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo n'est pas la peur. La peur paralyse. Ce que je veux, c'est la conscience. La conscience que chaque décision que nous prenons, ce que nous achetons, ce que nous mangeons, comment nous votons, ce que nous soutenons, a un impact sur ces systèmes. Pas de façon dramatique et immédiate, mais de façon réelle et cumulative. Les forêts ne se défendent pas avec des mots. Elles se défendent avec notre compréhension. Et votre compréhension, aujourd'hui, est un peu plus profonde qu'elle ne l'était avant cette vidéo. C'est pour ça que ce genre de contenu existe. Pas pour vous donner des cauchemars, pour vous donner des outils, pour vous permettre de voir le monde avec un peu plus de clarté, un peu plus de conscience, un peu plus d'humilité face à la complexité de ce système vivant sur lequel nous avons posé nos villes, nos routes, nos civilisations. La prochaine fois que vous vous promenez en forêt, que vous traversez un parc, que vous voyez un arbre depuis la fenêtre d'un train, souvenez-vous de ce que vous savez maintenant, que cet arbre n'est pas un décor. C'est un acteur essentiel d'un système d'une complexité presque incompréhensible, que sa racine retient le sol, que ses feuilles fabriquent des nuages, que son ombre régule la température, que ses composés chimiques soignent peut-être des maladies que nous n'avons pas encore découvertes. Et si cette vidéo vous a touché, si elle vous a appris quelque chose de nouveau,
Si elle vous a fait voir le monde différemment, alors faites quelque chose de simple. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laissez en commentaire une chose concrète que vous avez apprise aujourd'hui que vous ne saviez pas avant. Parce que la connaissance partagée est la seule vraie forêt que nous puissions planter dans les esprits. Et contrairement aux forêts physiques, celle-là, personne ne peut l'abattre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une autre vérité que le monde essaie de vous cacher. Prenez soin de vous et prenez soin des arbres.